Alors le LABEX RH2H de l'Université de Paris 8, c'est un LABEX qui concerne les arts et les médiations. Un de ces grands axes, c'est vraiment la recherche et création. Et là, notre idée avec Klaus Pinter, c'est justement d'inviter un artiste à partir d'une œuvre donc, pour proposer un projet qui va commencer par la création et qui, au fur et à mesure qui se développe, en interaction avec des équipes du LABEX et également des étudiants du LABEX, eh bien, la recherche se développe et fait vraiment toujours interagir les disciplines artistiques. Voilà, donc on est très heureux à l'idée de pouvoir installer cette œuvre à la Basilique, mais également faire des choses au musée d'art et d'histoire de la ville de Saint-Denis. On attend que les choses continuent à se construire et puis on reprendra le projet justement en 2018 lorsqu'il sera concrétisé ici par l'exposition. Et puis là, on le développera sur un plan scientifique qui fait de la création artistique une activité de recherche. Ce qui m'intéressait beaucoup et ce sur quoi on était d'accord dès le départ avec Thierry Dufresne, c'est l'idée aussi d'un travail sur le territoire. On travaille avec les universités, un travail avec la population, l'idée de médiation qui doit être vraiment importante et puis l'idée aussi de travailler avec le musée d'art et d'histoire qui est à quelques 500 mètres d'ici, avec qui on a les meilleurs liens, mais on n'a jamais vraiment fait de projet commun d'exposition. Donc ça serait l'occasion d'avoir vraiment un travail de territoire. L'histoire du musée est une histoire très récente puisqu'elle a démarré au début du XXe siècle, que c'est l'histoire sociale, politique, évidemment l'histoire du territoire, puisque les premières collections sont les collections d'archéologie médiévale qui ont été trouvées dans le sous-sol de la ville. Et l'autre histoire, c'est celle de ce couvent, qui elle est plus ancienne, qui est un bâtiment du XVIIe siècle, qui a l'avantage d'avoir accueilli la fille de Louis XV, et qui donc est restée occupée par les Carmélites jusqu'en 1895, et que la ville a acheté dans les années 1950 pour en faire le musée d'art et d'histoire de Saint-Denis, ouvert en 1981, premier prix européen des musées. C'est un musée qui est très ancré dans cette commune et dont les collections sont vraiment... elles ont un avantage parce qu'elles sont en même temps elles sont très très locales, elles racontent l'histoire de ce territoire et en même temps elles dépassent complètement l'histoire du territoire puisque la plupart de ces collections sont des collections uniques au monde et qu'elles ont une répercussion au moins au niveau scientifique. Donc c'est vraiment des collections tout à fait exceptionnelles mais qui sont toutes ancrées dans ce territoire. Ça a été une rencontre fort intéressante entre Klaus Pinter, Thierry Dufresne, moi-même et puis quelques autres personnes sur le monument. Et cet échange m'a paru vraiment fortement intéressant. Je connaissais déjà le travail de Klaus Pinter pour avoir vu celui du Panthéon et celui de Chaumont, à Chaumont-sur-Loire il y a quelques années, qui m'avait vraiment enthousiasmé. Et donc l'idée qu'il propose quelque chose dans ce bâtiment m'a conquis dans un premier temps, tout en voyant les difficultés. Alors le projet Klaus Pinter, il est vraiment né dans une collaboration étroite avec la Basilique, avec l'administrateur de la Basilique, Serge Santos. En fait, on a depuis longtemps le désir de faire des choses en commun. En plus, on pense que c'est important. C'est vrai que la Basilique est quand même le phare le plus important de l'attraction touristique sur Saint-Denis, donc ça nous semblait important. Et là, en fait, il y a plusieurs choses qui se sont conjuguées puisque on a été aussi sollicité par Thierry Dufresne qui est enseignant à l'université pour faire ce projet. Le projet d'origine, on va dire, c'est celui de la Basilique et puis on s'est dit, enfin ils se sont dit, tout le monde s'est dit, voilà, on va aller voir le musée et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et c'est vrai que nous, ça nous intéressait beaucoup d'avoir ce lien avec la Basilique autour d'un seul et même projet.
let them people make this is all reproduced en masse, no? In terms of postcards and everything, and movies and stuff. Alors, tout d'abord, il faut dire que le projet a pour l'instant été accepté par l'évêque de Saint-Denis et le curé de la cathédrale. Donc ça a été une rencontre extrêmement intéressante entre Klaus Pinter, Thierry Dufresne et nous, et le clergé. Donc vraiment un échange véritable, un intérêt très marqué des autorités ecclésiastiques. Et donc on est arrivé à l'idée que ce miroir pourrait tout à fait trouver sa place dans le chevet de la cathédrale, qui n'est pas un lieu anodin, par rapport au fait que la lumière, c'est un des maîtres mots de l'abbaye de Saint-Denis, renvoie aux vitraux, renvoie à la question de l'image, qui est au centre de toute l'histoire de l'art. C'est un monument essentiel, c'est la plus grande nécropole sans doute en Europe, qui montre l'évolution de la représentation royale du XIIe siècle jusqu'au XVIe siècle. Donc c'est un monument d'envergure internationale et c'est un monument dédié à la lumière. Il y a le jardin derrière qui sera pas voyons pour ça qu'on veut faire sur le portail derrière. On a pensé au jardin aussi. Derrière la basilique, sur un banc, non? Je demande à l'autre caméra. Depuis le IXe siècle, l'abbaye de Saint-Denis possédait un texte autour duquel elle a construit toute une mythologie légendaire autour du personnage de Saint-Denis, de ce Denis qu'on confondait avec le Denis des Actes des Apôtres. Ce texte, qui est en fait le texte d'un philosophe néoplatonicien que l'on connaît par ailleurs, qui est un disciple de Plotin, qui donc a inspiré une grande partie du néoplatonisme chrétien du XIIe siècle, qui voulait que les lumières matérielles conduisent aux lumières immatérielles. Dans cette idée-là, les lumières qui pénètrent dans le monument, les lumières qui se reflètent dans la beauté des vitraux, la beauté des orfèvreries, des chasses, des gemmes, de tout ce décorum en quelque sorte qui orne l'église, eh bien ces lumières-là, elles sont là d'abord parce qu'elles indiquent aux fidèles le chemin vers les beautés immatérielles. Et cette vision-là qui vise à pousser le fidèle à s'élever vers le ciel à travers la contemplation des lumières terrestres, c'est explicitement ce que dit Suger dans les textes qu'il nous a laissés. Et ce qui est très intéressant et très important, c'est que dès l'origine de la fondation de cette architecture gothique, l'idée est que finalement, cette architecture, elle est conditionnée par cette volonté-là, c'est-à-dire la volonté de manifester les beautés célestes à travers les beautés terrestres, et donc la volonté d'agrandir les baies, d'augmenter la taille des fenêtres, de diminuer la surface murale et donc d'agrandir les zones d'entrée de la lumière dans l'édifice, finalement, elle est conditionnée par cette volonté quasi philosophique, en tout cas spirituelle. Et finalement, les solutions trouvées par les constructeurs, c'est des solutions qui sont prises dans cette logique-là et qui en même temps la nourrissent. Les vitraux de Saint-Denis, ils remontent bien sûr aux travaux de Suger, à cette grande campagne de construction de travaux à partir des années 1130, fin des années 1130 jusqu'en 1144, et même un peu plus tard. Ce sont des marqueurs importants dans l'histoire du vitrail médiéval, d'abord parce qu'ils sont bien datés, et aussi parce qu'ils s'inscrivent dans cette volonté dont j'ai parlé tout à l'heure, de faire des lumières matérielles un chemin vers les lumières immatérielles, parce que cette lumière matérielle, elle nous parvient à travers ces vitraux en quelque sorte. Et notamment, là où l'attention de Suger va être particulièrement tendue, c'est les vitraux des chapelles rayonnantes du chœur, avec cette disposition architecturale nouvelle des 2 baies par chapelle, qui permet de construire, quand on est dans le déambulatoire et qu'on regarde à une extrémité du déambulatoire et qu'on regarde l'ensemble du chœur, on voit bien ce que Suger a voulu réaliser, c'est-à-dire cette couronne continue de lumière, comme s'il s'agissait d'un reliquaire monumental, pour abriter les reliques qu'il a élevées, qui se trouvaient au centre. Et il décrit chacun de ces vitraux, qui ont tous une portée didactique, anagogique, une portée symbolique, une portée religieuse et spirituelle.
les vitraux, la lumière. Thierry Frêche nous a présenté le projet, parce qu'on ne parlait ni allemand ni pas très bien anglais. Et donc il a utilisé une très belle image. C'est-à-dire que, nous a-t-il dit, la lumière arrive par le vitrail, vient frapper le miroir, ressort du miroir, vient à la rencontre de la personne qui est devant le miroir, la lumière pénètre la personne et la lumière est renvoyée de la personne, voilà, elle en ressort pour remonter en haut, dans la hauteur. L'œuvre, telle que je l'ai vue à Cambrai, je suppose qu'il va aller dans un sens comparable. Ce n'est pas une lumière qui sort de l'objet, elle capte en quelque sorte. Sa transparence capte cette lumière et la reflète aussi. Il y a toujours comme un halo autour qui rend aussi ces aspects mystérieux de l'environnement sensible. Ça se voit. Ça se voit. Si vous vous concentrez sur l'objet, vous le voyez à peine. Vous voyez ces configurations, mais vous voyez aussi les mystères qui l'entourent et qui est dépendant évidemment du lieu où l'ensemble s'insère. Est-ce que vous pourriez nous décrire Rebond, qui était juste derrière vous? Les immenses ballons gonflables. Structure gonflable, ça l'intéresse depuis les années 60, il a toujours expérimenté cela. Aussi les jeux avec ce, il y a un aspect enjoué de cette structure gonflable, toujours, depuis toujours. Ici aussi, le Rebond était une immense structure qui miroite la structure environnante, qui lui donne une certaine cohérence et qui révèle aussi certains aspects de cet environnement qui est si monumental, si figé, disons classique, néoclassique, à l'antique, mais qui a aussi des aspects baroques. Ce rapport qu'il a au patrimoine, qui est un rapport à la fois respectueux, extrêmement référencé et impertinent, je dirais. La manière dont il avait décroché les voûtes du Panthéon sur ce gonflable aux dimensions extraordinaires m'avait complètement séduite. Je ne le connaissais pas à ce moment-là. Et puis ensuite, je l'ai retrouvé à Chaumont avec cette œuvre extraordinaire aussi. Et immédiatement, quand on arrivait dans la perspective du bâtiment où était exposée l'œuvre, on reconnaissait, il y avait cette référence au patrimoine viennois de la Sécession. Donc immédiatement, la référence au patrimoine s'impose, mais d'une manière si peu conventionnelle qu'elle est séduisante. Je fais tout à fait confiance. Qu'est-ce qu'il avait fait à Cambrai ? C'était un insecte géant, transparent, qui est assez imposant, impressionnant de taille, de grandeur, mais toujours avec cette légèreté qui caractérise les œuvres de cette nature, de Pinter gonflable, comme un insecte géant qui reflète, miroite une atmosphère merveilleuse, mystérieuse de l'intérieur de cette église. C'était absolument superbe. Aussi minutieux que révélateur du lieu, parce que ce n'est pas seulement son œuvre qu'on voit, une fois, mais on voit aussi les lieux. Il y a toujours un dialogue avec les lieux. Ce qui frappe chez Klaus Pinter, c'est qu'il n'est pas question de laisser le patrimoine là où on le rencontre. Il est question de se l'approprier et de le renvoyer à autre chose. Un peu d'ailleurs peut-être comme le miroir qu'il va tendre, si le projet se confirme en l'état, ce miroir qu'il va tendre aux voûtes, aux vitraux, et qui sont un projet de confronter le patrimoine, mais à notre regard de spectateur.
Sans aucun doute, l'œuvre de Klaus Pinter nous invite à une appropriation. Et je crois que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est tellement importante, parce que nous ne souhaitons pas renoncer à notre patrimoine, mais nous avons, enfin quand je dis nous, c'est peut-être aussi la jeune génération, celle à qui nous allons confier notre patrimoine. Elle a un rapport qui est un rapport singulier, c'est-à-dire qu'elle a envie de s'y retrouver. Il y a aussi quelque chose d'architectural, mais bon, disons par métaphore, sa manière d'approcher avec beaucoup de précision, avec beaucoup d'intelligence pour les structures des œuvres. Il y a quelque chose d'architectural. Ces réalisations, même si elles sont concrètes, elles ont quelque chose encore d'utopique, ce sont des formes d'architecture qu'on ne peut pas habiter. L'impulsion initiale reste toujours. Et une fois réalisée, avec tout ce que ça comporte comme investissement intellectuel, conceptuel, à la fin, le résultat est toujours étonnant de légèreté et de simplicité. Mais pour arriver à cette légèreté et cette simplicité, il y a un travail en amont qui est absolument monumental. Alors, vous n'imaginez pas à quel point la discipline de travail de Pinter est impressionnante. Je pense que c'est surtout c'est cet effet miroir qu'il a avec le patrimoine hein, qui est intéressant. C'est comment est-ce que son travail fait écho justement, fait reflet, renvoie ces clins d'œil qu'il peut y avoir dans ces formes qui rendent un peu l'architecture et comment est-ce qu'elle s'est transformée. Une rencontre a été organisée la semaine dernière avec Klaus Pinter pour voir où en était son projet. Et il nous a présenté quelque chose de beaucoup plus sobre que ce que nous avions vu à l'origine, qui pour refléter la lumière des vitraux de l'église serait vu de profil par rapport aux gens qui sont dans la nef. Et donc à ce moment-là, ça ne distrayait pas à la fois le regard et la pensée des gens qui étaient dans la nef pour une messe, par exemple. It's quite a large building, and the proportion of the mirror, yes, this will be a problem, there's no question, but the positioning of the mirror must be very carefully done, so that how should I say, to see the mirror and to get in touch visually with the glass windows. I think there is no border. No border, okay, and yes. You can join these parts, and the church through the light. No. This is clear. This is my focus now at this position. But the question is, I think this I always asked in my work, how is the participant orientated and what does the participant do? Does he only walk around or can he stop somewhere, or is he only an observer? I mean, this is really a very sensitive question here on this, let's say, very exclusive place, you can say. Les difficultés, c'est déjà la question de la relation entre un bâtiment affecté au culte, qui est une cathédrale, certes avec une partie visitable en accès grâce à un droit d'entrée géré par le Centre des Monuments Nationaux, une sorte de musée dans l'église, mais on est dans la cathédrale avant tout affectée au culte, et il fallait déjà obtenir l'aval des autorités ecclésiastiques, et en particulier du curé de la cathédrale, le père Jean Janin, et puis l'évêque de Saint-Denis, Monseigneur Pascal Delannoy. Donc il y avait déjà cette question, effectivement, est-ce que l'art contemporain, est-ce que ce travail de Klaus Pinter, qui est quand même un travail souvent volumineux, si je puis dire, est-ce qu'il peut trouver sa place dans ce monument? Il y a eu surtout des expositions de photos, très peu d'expositions de sculptures, ou voilà, surtout des photos organisées par les monuments nationaux, mais aussi des spectacles de danse, toujours
en lien avec l'aspect sacré de ce bâtiment. But you will do the first big installation of contemporary art Yes. in the Yes, okay. Yeah, Yes, that's yes. the All right. idea. All right, all right. So I wanted to know how you feel about it. I feel very impressed to look at these things here, at the windows, and to watch the different positions of the light. J'imagine que vous souhaitez qu'il y ait un travail de médiation qui soit fait sur l'œuvre. Oui, ça c'est très important, la médiation. Je pense quelle que soit l'œuvre contemporaine présente dans le monument, il faut qu'il y ait un travail effectivement de présence aussi d'une relation avec une personne qui puisse répondre à des questions tout simplement. Je ne dis pas s'imposer, mais répondre à des questions, parce que souvent l'art contemporain dans un monument médiéval est toujours sujet à interrogation pour un certain nombre de publics. Le musée donc, organise des expositions d'art contemporain depuis 27 ans. Je pense que l'art contemporain, en fait, c'est quelque chose qui est intrinsèque à la vie culturelle et artistique, notamment dans un musée, et que c'est quelque chose de très important que de montrer comment, effectivement, la cohabitation ou l'art contemporain, il se nourrit de cette histoire, et de mettre les choses en parallèle, c'est quelque chose de tout à fait important. Alors en tout cas, un de nos objectifs du projet de monument de la basilique de Saint-Denis, c'est vraiment de travailler avec le territoire. Donc on travaille beaucoup avec les associations locales et également plus loin, mais dans le territoire de pleine commune, pas uniquement de Saint-Denis. Et donc une de nos grandes activités, de nos volontés, c'est faire venir un public qui se sent exclu de ce monument, qui considère que c'est un bâtiment simplement pour les chrétiens et qui n'existerait pas autrement. Donc tout notre travail consiste à faire en sorte que une population éloignée de la culture pour certains puisse se l'approprier. Je dirais que l'art, quel qu'il soit, c'est une très grande richesse pour notre vie ensemble, quelle qu'elle soit. Et dans une ville de Saint-Denis, on est d'une diversité absolument extraordinaire. Voilà, et bien tout ça, ça va nous permettre de nous ouvrir davantage à l'autre. Alors, l'art contemporain dans un musée comme le nôtre, en fait, c'est quelque chose qui, je crois qu'aujourd'hui, on est de plus en plus habitué à ce genre de choses. C'est-à-dire que maintenant, le Louvre le fait, le musée d'Orsay le fait. Et les premières expositions qu'on a faites ici au musée de Saint-Denis se sont, on va dire, assez mal passées parce que le public, il ne veut pas voir ça. Et puis les artistes sont souvent assez, justement, le rôle de l'artiste, c'est aussi un peu de déranger et de montrer les choses autrement. Donc, en plus, nous, on avait choisi des projets qui étaient des projets liés au lieu, parce que ça, c'est quand même aussi l'objectif. Et du coup, comme ils étaient liés au lieu, ils étaient liés aussi au religieux, puisqu'on est dans un lieu religieux. Donc c'est vrai que la vision des artistes du religieux peut être un peu iconoclaste et en tout cas très dérangeante. Et je pense que si on n'est pas là pour les déranger et pour justement susciter ces questionnements ou susciter ces rejets, parce que le rejet est tout aussi bénéfique que l'acceptation, puisque en fait ça permet quand même un questionnement, eh bien on fait pas forcément le travail qu'on devrait faire, et donc pour moi c'est quelque chose d'évident. L'art, il est là pour nous ouvrir à autre chose qu'à nous-mêmes. Que ce soit l'art musical, les sculptures, la musique, peu importe. C'est quelque chose qui nous est donné, qui vient d'ailleurs, qui vient nous habiter et que nous sommes invités à redonner. Nous sommes invités à redonner ce que nous recevons. Donc c'est magnifique. Vous voudriez rajouter quelque chose sur le projet ou sur le musée ?
Ou en lien? Non? Non, j'espère que le projet va marcher parce que c'est vrai qu'il faut encore y trouver des financements et que c'est pas si simple parce qu'il faut que les artistes vivent. Donc il faut aussi que les artistes aient les moyens de produire et les moyens de réaliser ce qu'ils ont envie de faire. Et donc tout ça, voilà, c'est pas très simple, mais l'espoir est là, c'est le principal. Formidable. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, juste peut-être qu'il faudrait lui vraiment faire confiance, qu'il réalisera quelque chose d'impressionnant et d'important. Il s'y consacre à chaque réalisation belle qu'il a projetée pour Saint-Denis et représente beaucoup de travail pour lui et de réflexion. J'espère que les réalisateurs vont être à la hauteur et aussi l'accueil. Mais quant à lui, je n'ai aucun doute qu'il va réaliser quelque chose d'absolument splendide. On y va? Oui, on leur dit au revoir du coup, tout à l'heure ou à plus tout à l'heure ou à D'accord. bientôt. Au revoir. Oui, restez à petit, on va